Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce deuxième épisode de Nature Mathématique. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu arithmétique, on va parler un petit peu de chiffres et notamment les chiffres concernant la biodiversité. Dans un contexte de déclin global des insectes et d'augmentation des espèces exotiques envahissantes sur les îles notamment, j'ai publié un article scientifique portant sur l'étude de la diversité de la structure des communautés d'arthropodes après 10 ans d'échantillonnage ici dans les forêts natives des Açores. Alors le but de la vidéo n'est pas forcément de vous parler des résultats, je vous laisse un lien en description pour que vous alliez lire l'article et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Mais aujourd'hui je vais me focaliser sur la technique. Comment est-ce que après 10 ans d'échantillonnage je suis arrivé à mettre un chiffre en disant la biodiversité ici c'est ça. Aujourd'hui on va donc s'intéresser à comment est-ce que les maths permettent de comprendre et d'analyser la biodiversité dans les écosystèmes. Et tout ça, ça commence bien d'abord dans la forêt. Les Açores, situés dans l'Atlantique Nord entre les latitudes 37 et 40 degrés et les longitudes 25 et 32 degrés, est un archipel de 9 îles s'étendant sur 600 km de Santa Maria à Flores. Terceira, la troisième plus grande île des Açores, couvre une superficie de 402 km². Elle abrite la plus vaste étendue de forêt vierge de l'archipel, bien que cela ne représente que 5,8% de l'île. Depuis juillet 2012, 10 parcelles de 50 mètres ont été établies dans les différents fragments forestiers. Chaque parcelle contient un piège à arthropodes utilisé pour la surveillance à long terme. Bon, ça y est, là on est au cœur de la forêt. Maintenant, il faut suivre un petit peu le chemin qu'on trace chaque saison, le GPS également, et on devrait arriver jusqu'au piège. Alors me voici arrivé sur mon site d'échantillonnage et juste derrière moi, eh bien c'est le fameux piège, le SLAM. SLAM c'est pour Sea Land Air Malaise. En fait pour ceux qui connaissent c'est l'évolution d'un piège malaise. Bref je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle ici un piège à interception. Puisque sur chacune des parois noires ici, eh bien les insectes vont pouvoir aller taper dedans. Et ensuite, attirés par la lumière, ils vont aller remonter, passer dans la petite cheminée juste ici, et ensuite tomber dans le réservoir d'échantillonnage. Et voilà, et vous pouvez voir qu'ici, voilà, c'est notre échantillon qu'on récupère chaque saison. L'utilisation de ce type de piège est une technique adaptée pour la surveillance à long terme. Cependant, des études antérieures ont conclu qu'il capture seulement la partie la plus mobile de la faune invertébrée. De plus, bien que les pièges SLAM soient également des pièges d'interception, ils ont également capturé plusieurs taxons d'arthropodes incapables de voler. Cette extension de leur gamme d'échantillonnage habituelle est une conséquence de leur installation dans la complexité de la forêt native. Heureusement, les pièges SLAM ont été installés dans les mêmes conditions depuis 10 ans. De ce fait, la probabilité de capture des différents taxons, même si elle peut être biaisée, est constante au fil du temps. Chaque échantillon couvre une saison de l'année, les bouteilles de collecte étant collectées et changées tous les 3 mois, mars, juin, septembre et décembre. En laboratoire, les arthropodes ont d'abord été triés en morpho-espèces suivant leur ressemblance morphologique, puis identifiés au niveau espèce dans la mesure du possible et leur abondance a été enregistrée. Nous les avons aussi classés en fonction de leur origine biogéographique, endémique, restreint aux Açores, indigène non endémique, espèce arrivée naturellement et ayant une répartition plus large que l'archipel, et introduit, espèce avec une distribution originale qui n'incluait pas les Açores avant l'arrivée des humains au XVe siècle, en se basant bien sûr sur la dernière liste des arthropodes açoréens. Alors sur le papier, notre plan d'échantillonnage est quand même extrêmement bien ficelé. Sauf que en pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué. Un des premiers défis, eh bien, c'est de respecter le pas de temps de chaque saison. Et oui, une saison pour nous, c'est 90 jours. Sauf que, eh bien, pour certaines raisons météo ou encore d'emploi du temps, eh bien, on ne peut pas aller chaque année récupérer exactement après 90 jours tous les échantillons. Parce qu'on a quand même 14 sites ici sur Terceira et faire les 14 sites en une journée, c'est tout bonnement impossible. Alors, des fois, on laisse passer soit un petit peu plus de temps, soit un petit peu moins de temps. Mais ça,
c'est une petite erreur qu'on doit corriger mathématiquement. Pour assurer la cohérence temporelle, seuls les événements d'échantillonnage d'une durée comprise entre 70 et 110 jours ont été pris en compte. Ainsi, les abondances des arthropodes ont été normalisées sur une période de 90 jours à l'aide d'une équation simple de proportionnalité. Cela nous a permis de comparer les données d'abondance de manière cohérente en tenant compte des variations de durée des événements d'échantillonnage. Bon alors aujourd'hui j'ai de la chance, il fait relativement beau pour aller récupérer nos 2 derniers échantillons, sauf que, eh bien des fois, c'est pas vraiment le cas, et dans les cas les plus extrêmes, eh bien on abandonne l'idée d'aller récolter un site pour une saison et du coup on va passer 2 saisons. Mais ça, moi, ça me pose problème parce que dans mon étude, j'avais décidé de faire ça saison par saison. Et bah du coup, tout simplement, cet échantillon-là, je vais l'enlever de mon jeu de données pour éviter d'introduire une erreur. Afin d'assurer un échantillonnage équilibré, nous avons sélectionné de manière aléatoire 3 sites pour chacune des 35 saisons. Cette approche a été répétée 1000 fois pour obtenir une moyenne des abondances normalisées pour chaque saison. Ainsi, nous avons utilisé un sous-échantillonnage aléatoire pour atténuer les différences entre les saisons dues à un déséquilibre d'échantillonnage. Maintenant que je dispose d'un jeu de données propre et exploitable, voyons un petit peu derrière l'écran comment est-ce que je vais arriver à mettre des chiffres sur la biodiversité. Mais tout ça, c'est vouloir tirer des conclusions. Et pour tirer des conclusions, eh bien, il faut avoir des résultats significatifs. Un bien gros mot, mais que je vais vous expliquer assez simplement. Imaginez la significativité statistique comme une façon de déterminer si les résultats d'une étude sont vraiment importants et pas juste du bruit de fond. Pour illustrer cela, prenez l'exemple d'un jeu de fléchettes. Si vous lancez les fléchettes de manière aléatoire, elles se dispersent sans former de motif clair sur la cible. Mais si vous êtes un joueur compétent et que vous visez intentionnellement un point précis, les fléchettes se rassembleront autour de ce point, formant un motif évident. En statistique, la significativité est comme la concentration des fléchettes autour d'un point précis. Elle nous indique si les résultats d'une étude sont suffisamment cohérents et éloignés du hasard pour être considérés comme importants. Grâce à des tests statistiques, nous pouvons évaluer la probabilité que les résultats soient simplement dus au hasard. Si cette probabilité est très faible, généralement inférieure à 5%, alors nous considérons les résultats comme statistiquement significatifs. Ce qui signifie qu'ils ne sont probablement pas le fruit du hasard. L'écologie se concentre sur l'étude de la biodiversité, c'est-à-dire la variété des espèces présentes dans un écosystème. Pour mesurer cette biodiversité, nous utilisons 2 concepts importants, l'alpha-diversité et la bêta-diversité. L'alpha-diversité nous donne une idée de la diversité à l'échelle locale, c'est-à-dire dans un même endroit précis, comme la forêt native que nous étudions par exemple. Pour l'évaluer, nous utilisons la série de Hill, qui prend en compte à la fois le nombre d'espèces présentes et leur abondance relative. La bêta-diversité, quant à elle, mesure les différences ou dissimilarités entre les communautés d'espèces dans différents endroits ou à différentes périodes, par exemple entre les années successives ou entre les saisons successives. Elle nous aide à comprendre comment la composition des espèces peut varier d'un lieu à un autre ou au fil du temps. Dans notre étude, nous avons utilisé des méthodes mathématiques pour analyser la biodiversité. Pour évaluer les tendances de l'alpha-diversité, nous avons utilisé des estimations de pente. Cette méthode nous permet de déterminer si la diversité des espèces augmente, diminue ou reste stable au fil du temps. Nous avons également examiné les changements saisonniers dans la série de Hill en calculant l'écart absolu par rapport à la moyenne. Cela nous a permis d'observer comment la diversité des espèces varie au cours des saisons et si des schémas saisonniers se manifestent. Pour évaluer les différences de bêta-diversité, nous avons utilisé d'autres tests statistiques qui nous permettent de déterminer si les différences observées dans la diversité entre les années et entre les saisons sont statistiquement significatives. Cela nous aide à comprendre si des variations dans la composition des espèces sont le résultat du hasard ou s'il y a de réelles différences qui méritent notre attention. La caractérisation de la distribution des abondances des espèces est aussi importante à considérer pour comprendre les schémas d'abondance et peut aider à identifier les facteurs qui influencent la biodiversité et la stabilité de l'écosystème. Cette courbe représente simplement combien d'individus d'une espèce particulière sont présents par rapport aux autres espèces dans un écosystème donné.
En étudiant la forme de la courbe, nous sommes en mesure d'obtenir des informations sur la diversité et la structure d'un écosystème. Par exemple, une courbe plus plate indique une plus grande diversité, tandis qu'une courbe plus en pente suggère une dominance d'un petit nombre d'espèces. Dans notre étude, nous avons utilisé une technique d'analyse statistique appelée modèle Gambin pour étudier les données par année nous permettant de caractériser cette fameuse courbe. Le modèle Gambin est une approche statistique qui se distingue par sa simplicité de paramétrisation et donc d'utilisation et d'interprétation. De manière similaire à la diversité alpha, nous nous sommes intéressés à la série temporelle de ces valeurs avec également un test statistique pour tester la présence d'une tendance dans les données. Cela nous aide à comprendre si la distribution des abondances des espèces change au fil du temps et si des schémas significatifs émergent. Deux parties de cette courbe sont intéressantes pour avoir un aperçu plus complet de la biodiversité. En considérant à la fois les espèces hyperdominantes et les espèces rares, nous obtenons une vision plus complète et équilibrée de la diversité biologique d'une communauté écologique. Les espèces hyperdominantes, présentes en grande quantité, jouent souvent un rôle clé dans le fonctionnement de l'écosystème. Elles influencent les interactions entre les espèces, les flux d'énergie et de matière, ainsi que la stabilité de l'écosystème. D'un autre côté, les espèces rares, présentes en faible nombre, sont aussi importantes à considérer. Elles contribuent à la richesse spécifique et fonctionnelle de l'écosystème et représentent une part unique de la biodiversité. Dans cette étude, nous avons étudié l'accumulation du nombre d'espèces rares dans nos échantillons en fonction de leur statut de conservation. Parallèlement, nous avons suivi les évolutions temporelles d'abondance des espèces hyperdominantes, toujours à la recherche d'une tendance. Ces analyses nous ont permis de mieux comprendre la dynamique de ces groupes d'espèces, ce qui nous donne des indications sur leur stabilité, leur succès de colonisation et leur importance dans l'écosystème. Finalement, dans une dernière session d'analyse, nous nous sommes intéressés à la biomasse de l'assemblage. La biomasse reflète la quantité totale de matière organique présente dans une communauté, ce qui nous permet d'évaluer la production et la disponibilité de ressources dans l'écosystème. Cela est crucial pour comprendre les flux d'énergie, les cycles des éléments nutritifs et les interactions entre les espèces. La variation de biomasse peut être utilisée pour évaluer l'impact des activités humaines sur les communautés écologiques. Des changements dans la biomasse des espèces clés peuvent indiquer des perturbations ou des altérations dans l'écosystème. Nous avons utilisé les données de biomasse des adultes pour évaluer le poids des individus au sein des différentes espèces. En utilisant une équation mathématique appelée régression allométrique, nous avons relié la longueur du corps au poids de chaque espèce. En cumulant les poids individuels, nous obtenons la biomasse totale de chaque sous-ensemble d'espèces, endémiques, natives non endémiques et introduites. Et nous pouvons alors tester la présence d'une tendance temporelle. Et bien voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur la technique pour mettre un chiffre sur de la biodiversité, ou plutôt plusieurs chiffres, comme vous l'avez vu. C'était l'objectif de cette vidéo. Si vous voulez voir les résultats et les interprétations que j'en ai déduits, n'hésitez pas à faire un tour sur la publication et à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour faire découvrir ce travail de conservation des forêts natives des Açores. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.